Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychanalyse et civilisation. Collection dirigée par Jean Nadal. L'histoire de la découverte de la psychanalyse témoigne que démarches cliniques et théories issues de champs voisins ont concouru, par étayage réciproque, à élaborer le concept d'inconscient, à éclairer les rapports entre pathologie et société et à reconsidérer les liens entre le malaise du sujet singulier et celui de la civilisation. Dans cette perspective, la collection Psychanalyse et civilisation tente à promouvoir cette ouverture nécessaire pour maintenir en éveil la créativité que Freud y a trouvée pour étayer, repenser et élargir la théorie. Ouverture indispensable aussi pour éviter l'enfermement dans une attitude solipsiste, qui, en voulant protéger un territoire et préserver une identité, coupe en réalité la recherche psychanalytique de ses racines les plus profondes. Dernière parution. Roland Brunner, Freud et Rome, 2011. Renaud de Porzenparc, La folie d'Artaud, 2011. Harry Strucken, Rêve et rêverie, 2010. Madeleine Guiff, Lié et délié, La parole et l'écrit, 2010. Prado de Oliveira, Les meilleurs amis de la psychanalyse, 2010. J.L. Sudre, Dire, Exclusion et art-thérapie, 2010. Albert Ledors, Humanisme TPSY, La rupture, 2010. Édouard de Perrault, 100 milliards de neurones, enquête d'auteur. Aux origines de la pensée, 2010. Jean-Paul Descombey, Robert Schumann. Quand la musique œuvre contre la douleur. Une approche psychanalytique, 2010. Serafino Malagurna, L. Anorexie face au miroir. Le déclin de la fonction paternelle, 2010. Larissa Suarez Ornelas Farias, La mélancolie au féminin. Les rapports mère-fille en lumière, 2009. Alain Lefebvre, Les lesbiennes, une bande de femmes. Réalité ou mythe, 2009. Richard Abibon, Les toiles des rêves. Art, mythe et inconscient, 2009. Jassi Arditialazraki, Un certain savoir sur la psychose. Virginie Woolf, Herman Melville, Vincent Van Gogh, 2009. Esmat Torkghashghai, L'univers apocalyptique des sectes. Une approche pluridisciplinaire, 2009. Pascal Hachet, Le mensonge indispensable. Du trauma social au mythe, 2009. Devenir de l'empathie, psychanalyse, neurosciences et sociopolitique. Marie-Laure Daimon 1. Le Collège international de psychanalyse et d'anthropologie, inscrit dans la filiation freudienne et attentif aux transformations à l'œuvre dans la société et la culture, travaille à développer la théorie psychanalytique et la clinique éclairant les nouvelles formes de subjectivation avec au fondement de la spécificité humaine, la notion anthropologique d'empathie. Cette notion d'empathie a été développée sous différents aspects dans nos séminaires: Anthropologie de l'empathie et clinique psychanalytique, et un social possible. Nous avons mis en perspective les avancées théoriques de l'archaïque et les fines articulations de la sensorialité avec l'affect qui sont à l'origine des traces nommées pictogrammes, signifiants formels, signifiants énigmatiques, mais aussi l'impact esthétique dans la forme du sentir et de la réflexivité. Nous avons réinterrogé le mouvement de continuité garanti par l'empathie dans les rencontres primitives de la relation psyché-monde et ses représentations fantasmatiques, et enfin, considérer que ce lieu dyadique et paradoxal est à la source des forces contraires de contact et de séparation à la fois éminemment singulières et sociales. En poursuivant cette recherche, le CIPA a organisé une rencontre-débat en novembre 2009, Devenir de la neurotica ? Trace et chair, dans un cadre pluridisciplinaire où la psychanalyse, les neurosciences et le sociopolitique interrogent l'intelligence du corps, comme lieu d'émergence de la sensibilité et avancent dans la compréhension d'un jeu-corps-monde, carrefour de bouleversants impacts émotionnels, de sensations et d'affects enracinés à l'insu du sujet dès sa naissance. Freud, dans un moment historique de la psychanalyse, abandonne la neurotica au profit du fantasme et c'est la théorie de la séduction qui prend place dans les fantasmes originaires, préhistoire de l'humanité. La psychanalyse s'aventure en deçà du trauma psychique et du refoulement, aux limites de l'impensable, par une théorie de la vie sensorielle, aux origines de l'affect et de la représentation.
Ce pré-symbolique est un préalable de l'empathie qui relate aussi la richesse des mythes originaires et du traumatisme tant individuel que groupé et institutionnel. Ces mythes s'inscrivent dans la succession des générations et de ce fait, sont inséparables des traces déposées dans la culture et incitent la singularité d'un je-corps à transformer les impacts de ces traces en expériences individuelles et collectives. À partir de ce débat, nous vous présentons un ouvrage sur l'empathie constitué des textes des intervenants et des collègues qui ont souhaité apporter leurs réflexions. Le parcours proposé à travers ces différents vertex tente de saisir la complexité de l'empathie et des mouvements qui s'en dégagent dans les champs sémantiques, social et historiques. Historiquement, la première théorie sur l'empathie est une théorie esthétique, Einfühlung de Robert Vischer. Il a exprimé le caractère sensoriel de l'empathie comme une jonction esthétique avec l'œuvre d'art. La sensation permet l'identification par la projection affective sur l'objet, se sentir dedans, et l'individu est alors affecté dans sa sensorialité par les formes et leur contenu. Ensuite, la théorie de Theodor Lipps a donné à l'empathie une conception plus élargie, l'ouvrant à la philosophie et à la psychologie par la compréhension de l'expérience subjective d'autrui. Mais Freud, tout en reconnaissant la théorie de Vischer, va plus loin que l'identification. Il pose au cœur de l'empathie ce qui est étranger à l'autre semblable, son inconscient. C'est par l'imitation, par les muscles de son corps, qu'un individu peut se représenter un autre sans avoir à le penser, ceci en référence aux traces mnésiques des gestes déjà produits. Toutefois, Freud demeure ambivalent vis-à-vis de la notion d'empathie puisqu'il privilégie pour les analystes l'étude par l'intellect du fonctionnement du préconscient. Néanmoins, dans Totem et Tabou, il considère l'importance de la connaissance de l'inconscient de l'autre dans un processus culturel. Cette notion d'empathie dans ses appartenances, inconscientes, préconscientes et conscientes, contribue à donner à l'homme sa qualité d'être humain. Michel Brouta décrit l'empathie en séance d'analyse et son émergence dans la cure psychanalytique. Actuellement, l'analysant demande à l'analyste sa parole. Cette demande fait appel aux processus les plus primitifs du transfert et du contre-transfert, au phénomène de contagion émotionnelle, confusion entre soi et l'autre qui garantit le sentiment empathique de continuité. Ces processus primitifs conduisent l'analyste à transformer son écoute dans une contenance par le regard et par la voix qui contient de l'autre. Ce mouvement empathique du hors-soi vers le en-soi de la psyché amène l'analyste à reconnaître de l'autre en lui-même et ainsi ses propres perceptions. La psychanalyse, par l'essor des travaux de recherche sur les bébés, reconnaît la capacité empathique chez l'humain comme consubstantielle aux interactions mère-enfant qui, dans les soins maternels, assurent une continuité environnementale. Les notions d'accordage, de rythmicité, de miroir corporel requièrent par le processus de l'entreuge, selon René Roussillon, que les affects de plaisir et de déplaisir ne soient pas antagonistes et qu'ils fondent ce passage du monde de l'intrasubjectivité à celui de l'intersubjectivité, de l'investissement de soi à l'investissement de l'autre. Dans son texte, L'analyse de groupe et les modalités de communication entre psychés, Édith Lecourt précise le terme d'imitation. Celui-ci suppose une distinction entre soi et autrui dans l'apprentissage individuel, comme dans les relations sociales. Le groupe permet d'appréhender l'imitation puisqu'il est par essence un multiplicateur de stimulation réciproque, et l'empathie s'instaure ainsi dans le groupe comme qualité et effet d'ensemble. Cet effet, par sa tonalité, stimule les deux registres séparés, individuel et groupé. Néanmoins, le virtuel remet en cause la nécessité de la présence physique des individus pour éprouver de l'empathie. Ce sentiment aura-t-il la force suffisante d'éloigner l'individu de ses propres sensations, au profit d'affects partagés avec le groupe ? Les compétences des individus qui sont appareillés neurologiquement pour capter les émotions et les formes sensorielles dans la relation la plus élémentaire avec leurs congénères, font l'objet de nombreuses recherches du côté des neurosciences comme du côté de la paléontologie et de l'éthologie. Bruno Falissard dans son texte « Cerveau et psychanalyse, tentative de réconciliation » décrit le fonctionnement d'un cerveau imaginaire et développe un mode de représentation dynamique qui donne une place centrale à l'attracteur. Cette approche originale des neurosciences cognitives et des récepteurs sensitifs, des neurones attracteurs, montre que la notion d'empathie emploie des voies associatives implicites appartenant à un monde de représentation commune.
L'élémentaire cheminement intime du réseau neuronal d'une personne et d'une autre évolue en parallèle, et sa perception simultanée déclenche des phénomènes de résonance entre les deux protagonistes. Selon Daniel Wiedelutscher, la notion d'empathie s'applique non pas à une représentation globale de soi, mais à des éléments associatifs isolés et des événements de pensée. La paléontologie et l'éthologie étudient les phénomènes empathiques entre les différentes espèces. Freud a précisé que la science a infligé 3 grandes blessures narcissiques à l'humanité, et l'homme et l'animal ont un ancêtre en commun. La théorie de l'évolution de Darwin apporte actuellement bien des contradictions à propos de l'animalisation de l'homme. Pascal Pic précise: toutes les caractéristiques se retrouvent au nœud du grand arbre du vivant, sans nier pour autant ce qui fait la spécificité chez l'homme. Dans cette contextualité, Jean-Jacques Weisbourg présente dans Empathie, Origine, Fonction et Développement chez l'homme, une étude de l'empathie qui se différencie de celle des animaux, en indiquant l'émergence et la mutation d'une conscience de l'homme qui passe par la pensée, la langue et la parole en se symbolisant. L'homme est un animal de horde, il est aussi un animal de culture, précise Nathalie Zaltzman. En effet, chaque psyché humaine est tributaire du social historique, de ces mouvements de tissage des représentations qui sont les amarres culturelles des destins singuliers. Dans les sociétés démocratiques, l'émotionnel occupe un espace important sur la scène publique. En effet, les individus demandent à la politique protection et reconnaissance de leurs souffrances. Les sentiments de compassion et de pitié permettront-ils d'accueillir et d'entendre la précarité des destins individuels, les exclusions sociales et les problèmes identitaires ? Louis Moreau de Belin dans Empathie et conception de la pitié chez Rousseau donne une historicité à la pitié qui s'enracine dans la religion par le vocable de charité avant d'être définie à la Révolution par le terme de fraternité, puis de solidarité au XIXe siècle. Actuellement dans l'espace social, la compassion représente ce caractère empathique dans lequel les autres alter ego peuvent se retrouver de façon momentanée si la chance ou la malchance s'y prête. Au moment de la Révolution, c'est le peuple souffrant qui a attesté de ce sentiment au fondement de la société démocratique. La philosophie des Lumières et J.J. Rousseau avec le contrat social, et l'homme comme être sensible, a fait de la pitié, la répugnance à voir périr ou souffrir tout être sensible et particulièrement nos semblables. Ce faisant, Rousseau s'appuie sur l'univers théâtral pour qualifier l'homme d'animal spectateur. Selon Myriam Revaud-Dallon, dans le théâtre de la compassion, le rôle de l'antique tragédie grecque est une institution. Sa mise en scène du fictif travaille le politique et différencie les spectateurs de la masse, mettant en mouvement la capacité de jugement en résonance avec leur propre jugement. L'espace de fiction théâtrale, miroir des émotions, transforme les affects en sentiments, animant ainsi la capacité identificatoire du public, ce qui lui évite les dérapages de la compassion au compassionnel. Notre société de spectacle stimule l'émotionnel dans l'instant, et son intensité provoque l'adhésion à l'événement. Néanmoins, le spectateur témoin a besoin de temps et d'espace pour regarder le visage d'un autre individu et ce faisant, en commençant à l'imaginer d'avoir, selon Rousseau, l'honneur de le penser. Ce nécessaire écart pour identifier l'autre semblable laisse émerger un mouvement empathique, être touché, permettant au spectateur de s'abstraire de l'autre sans pour autant rompre avec soi-même et reconnaître dans cet autre un semblable. La pensée rousseauiste généralise la pitié en lui donnant un caractère matriciel, et lie l'homme au social. L'empathie a une valeur humanisant l'individu, et l'amène à contenir en lui-même l'ensemble des autres. Peggy Norman dans Pour une éthique de l'empathie, considère l'empathie à la frontière de la philosophie et de l'éthique. En effet, dans les cas graves d'inceste et d'incestualité, l'analyste constitue pour l'autre un témoin tiers-séisant adossé aux autres humains. Ce partage d'affect et notamment du sentiment de honte requiert une part d'implication de l'analyste et crée pour l'autre un sentiment d'appartenance. Vincent de Goljac précise dans son texte « La honte, un nœud socio-psychique », que les sentiments sociaux d'empathie comme de honte ne sont jamais bien loin l'un de l'autre. La honte, du fait de sa dimension sociale, maintient l'empathie que ce soit à minima ou comme ultime contact social et l'anéantit quand ce sentiment est infligé par un tiers.
Les violences humiliantes contribuent à installer le sentiment de honte au plus profond de l'être et à altérer son sentiment d'estime de soi, la cohérence de ses jugements, ses rapports aux autres et à soi-même. Les violences extrêmes déchirent l'être en soi dans son unité et la honte ontologique, ultime rempart du social, est un levier pour chercher la qualité de contact avec autrui dans la dignité. L'œuvre de Pierrat Olagnier sur l'originaire introduit un préalable à l'empathie qui se met en forme par la qualité de contact avec autrui. Cette rencontre inaugurale porte la trace de la première tétée. Quand l'enfant avale sa première gorgée de lait, il absorbe le monde. L'événement corporel de satisfaction pulsionnelle, métabolisé et psychisé, fonde le mouvement d'empathie qui investit par la bouche le hors-soi pour prendre en soi les qualités de l'autre. Monique Sells, dans son texte « La gourmandise », un socle de l'empathie, considère que le moi plaisir est au cœur de l'empathie, puis le moi ira à la rencontre de la réalité extérieure par l'alternance de la demande et de la satisfaction en établissant la séparation, intérieure et extérieure. La gourmandise fonde l'amour de la vie, et le goût s'intrique avec le désir de l'autre et a besoin de se communiquer et de se partager. L'empathie fait débat en psychanalyse. Il y a ceux qui, selon Daniel Wiedelhutcher, accordent un rôle décisif à la découverte de l'inconscient, en donnant à cette notion une fonction thérapeutique. Ainsi, Coët a souhaité que le soi et l'empathie deviennent les seuls moyens de connaître la réalité psychique, Bion l'éclaire par la capacité de rêverie maternelle et Winnicott par la préoccupation maternelle. Il y a ceux, toujours selon Daniel Wiedelhutcher, qui du point de vue de la métapsychologie, reconnaissent sa place au même titre que l'identification et optent pour le repérage de l'inconscient dans la rupture avec l'empathie. En continuité avec la théorie freudienne des pulsions, qui s'est dégagée de la neurotica, Emmanuel Diet apporte dans son texte « Interpréter, connaître ». Réflexion sur le statut épistémologique de la psychanalyse, une argumentation sur l'institution du cadre de la cure psychanalytique et la précession du contre-transfert. Cette argumentation propose aussi à l'analyste, à partir d'une écoute de la réalité psychique et de l'empathie soutenue par l'identification projective, de trouver dans la règle d'abstinence, une ascèse qui fait contenance et permet l'émergence d'une empathie élaborative. Dans une approche pluridisciplinaire, la notion d'empathie apparaît dans son double aspect, singulier et social. Cette notion s'ouvre sur la capacité identificatoire et réflexive qui retrouve ce passage de la perception à la sensation. L'empathie initie ce décalé permettant au sujet de se voir percevant le monde, et par là même de se décentrer de soi-même et ressentir autrui. L'empathie se perçoit dans des formes de créativité relationnelle, mais aussi en résonance avec la souffrance d'autrui. Son absence se fait sentir lorsque l'âpreté des relations humaines et la violence destructive des liens entrent en jeu, pouvant aller jusqu'au déni d'autrui. Annie Frank, dans un bref résumé de son intervention, Empathie et barbarie dans l'histoire, rend compte de cette insoutenable défection du sentiment d'humanité dans la succession des générations. Ces générations portent les traces ravageantes de la défaite humaine qu'un jeu historien, dans le cadre de la cure analytique, met en forme à partir du trauma de la rencontre entre sa propre histoire et l'histoire collective. Cette mise en forme par des éléments pictographiques ouvre sur une possible fantasmatisation. L'empathie traverse les différentes strates de la psyché et sollicite en chacun la conscience de soi indispensable au processus d'identification projective pour reconnaître de l'humanité dans son semblable. Empathie, psychanalyse et neurosciences. L'empathie en séance d'analyse. Michel Brouta II. La psychanalyse et ses concepts fondamentaux ont été mis en place à partir d'une situation en travail, le site analytique 3, qui a été formulé comme cadre celui de la cure classique. Entre deux protagonistes était convenue une règle fondamentale aux multiples aspects, qui concernait en premier lieu le contenu. La règle fondamentale en était la verbalisation qui désignait l'activité psychique et la parole du patient comme seul objet, authentique, et la réponse interprétative de l'analyste traduisait, pour le rendre conscient ce qui était issu du refoulé. Les autres points importants de cette règle s'appliquaient à une configuration spatiale impliquant une absence du regard, un temps de durée de séance, une fréquence des rencontres et pour finir, le paiement. Rappelons que ces premières observations ne prenaient pas en compte la psychose,
l'enfant et la déficience, le dispositif n'étant pas approprié en ce qui les concernait. L'enfant dont parlera Freud par ailleurs, se rapporte le plus souvent à l'infantile. Parfois, il y ajoutera un regard sur des enfants de son entourage. Freud et ses analysants se sont beaucoup dégagés de cette situation première, fort des théorisations qu'ils se sont faites. Ce que ces aventures ont apporté aux théorisations psychanalytiques n'est pas négligeable, bien que leurs apports me paraissent variables, et dépendre le plus fréquemment du lieu et de l'expérimentateur. De plus, cette situation expérimentale de psychanalyse est aussi incluse dans une dimension socio-historique. Poser le même cadre aujourd'hui, a-t-il la même valeur anthropologique ? Le contexte environnemental de sa mise en place par les protagonistes a beaucoup varié depuis le siècle dernier. Pourtant, la régularité des séances, leur fréquence ou l'installation sur le divan constituent pour l'observation autant de portes d'entrée dans la mise en route du processus analytique. J'emploie le terme de processus pour désigner la rencontre avec ce qui se véhicule au su et à l'insu de la parole prononcée, à savoir, la mise en place de l'après-coup. C'est l'effet de la mise en forme de cette parole qui se déploie pendant la séance. Aujourd'hui, il paraît que du côté du psychanalyste ça parle plus en séance. Certains analystes attribuent ce changement aux patients, d'autres à leur âge grand 4. Mais enfin, j'ai souvent vu combien le timing, le temps propice pour une interprétation était important. Il faut en effet que la configuration s'y prête. Si je me laisse aller à des images personnelles du temps où j'étais analysant et consultais un psychanalyste ou travaillais avec l'un d'eux, cela m'évoque une représentation métaphorique liée au piano. Certains d'entre eux ont un registre élevé, d'autres sonnent bien, sonnent pleines et d'autres encore sonnent creux et secs. Je reviens au timing, l'idée n'est pas neuve de l'interprétation-création. À un moment l'interprétation advient et il n'est pas rare que l'analysant la donne lui-même. Je voudrais vous proposer ici une autre version de cette interprétation-création, avec les éléments nouveaux que la neuropsychanalyse met à notre disposition au cœur de notre travail. C'est une version imaginaire. L'analyste a une attention flottante, à mon sens, un très mauvais terme. En l'occurrence, il est au calme, je dirais disponible, ouvert, non captif de la parole de l'analysant, ni de ses préoccupations personnelles, pas endormi non plus dirait Winnicott. À un moment, il va parler de ce qui se passe là. Là, c'est ce que Freud nomme le transfert, les transferts. Qui parle à ce moment-là ? C'est une formulation qui s'impose aux deux, qui fait tiers, dont chacun prend connaissance dans la forme introjective de l'insight. J'en viens à penser que l'autre a fait son effet chez le psychanalyste avec sa parole et tout ce qui l'accompagne, et l'analyste a laissé travailler ses perceptions, s'est laissé contaminer. À un moment il se passe quelque chose dont il doit rendre compte. C'est là ce qui fera l'objet focal de ce chapitre. Il s'agit d'aborder la notion d'empathie, celle dont parle Freud en 1921 et que cite Sylvain Missonnier V, celle qui permet d'approcher le patient et permet d'entrevoir son étrangeté. Mais je vais m'éloigner de cette empathie-là, en la gardant cependant comme repère pour me diriger vers ses racines. Missonnier qualifie de contagion émotionnelle cette antériorité préexistant à une distinction de soi et de l'autre, mais qui cependant fournira les fondements de l'empathie. De cette contagion émotionnelle, il n'est pas assez tenu compte de la persistance malgré toutes les structures psychiques qui viendront se superposer pour travailler ce matériau de base, matériau subjectif qui nous baigne. Nous sommes donc dès ce moment de la gestation où l'embryon est réceptif aux états émotionnels de la mère 6-7. Nous sommes aussi dans le registre de l'intersubjectivité, comme nous l'ont fait découvrir les observations du fonctionnement des groupes, avec les dimensions d'accordage de temporalité 8, même si les évocations en sont ici un peu rapides. Abordons cette question à un niveau encore plus élémentaire, celui de la neurologie et des systèmes dits des neurones miroirs, et détaillons tout d'abord ce qui s'y décrit. Du côté psychologique, un ressenti, un co-ressenti. Du côté neurologique, les récepteurs sensitifs, plutôt co-informés ou plus exactement coactivés dans un périmètre de réception fondé sur les sens. Nous voyons que ce périmètre a pu grandement varier, grâce aux techniques de la communication et pour des motifs socio-économiques. 9. Pour la vision. La preuve de cette contagion émotionnelle nous en est apportée par la co-stimulation des centres de la douleur 10, lors de la perception visuelle du visage douloureux en direct, mais aussi, et cela a son importance, en différé.
vidéo, photo, image. Cliniquement, cela se rapproche peut-être des constatations de la contagion des pleurs chez les bébés et pourquoi pas, de la contagion de l'agitation dans les pavillons des psychotiques, comme il en existait autrefois. Il est à noter que la perception visuelle du visage de l'enfant a servi de base à l'établissement d'une échelle d'évaluation de la douleur par l'observateur, afin de guider sa prise en charge. L'emploi de cette échelle a été étudié chez des adultes non parlants, mais reste peu utilisée, donc peut-être est-elle moins pertinente ? C'est aussi par ce regard porté sur le visage que va s'établir toute une perspective de développement. Nous y reviendrons justement pour ce qui concerne la distinction de l'étranger. Ce premier niveau de co-stimulation des centres de réception ne veut pas dire qu'il y ait une participation de la conscience, elle peut exister, ce qui nous fait secondairement parler de co-ressenti. Pourtant la neuroimagerie montre une copré-réponse motrice, par exemple, une inhibition de la motricité pour la zone correspondante censément douloureuse. Là aussi sans réelle réponse consciente et sans manifestation externe. Je rapprocherai encore le fait banalement utilisé de la visualisation, d'un mouvement montré pour en faciliter son apprentissage. Quelque chose s'activerait-il dans le cerveau qui rendrait l'exécution du mouvement plus facile ? Si oui, de quelle façon ? Surtout lorsque ce mouvement est antinaturel, et n'a pour seul but que de servir un objectif de langage, le billard, le golf, l'arc, la parole. Pour le son. La musique, pour laquelle des études de neuroimagerie montrent des variations lors de l'écoute de la musique entre mélomanes et musiciens. Chez les seconds, en plus des aires temporales sont activées les aires prémotrices. L'écoute du langage et sa mémorisation requièrent en plus des aires de réception, l'activation d'une zone préfrontale et motrice supplémentaire 11. Nous sommes donc en mesure de faire remarquer que sous le vocable contagion émotionnelle, se place une communication qui passe par un ou plusieurs canaux, avec transfert d'informations au centre correspondant. Mais de plus, elle se prolonge d'une ébauche de réponse motrice avec éventuellement rattachée sa valeur communicationnelle. Il est possible de rapprocher ici le concept d'énaction élaboré par Valera, cité par Green 12. Nous voyons ici combien cette description est sommaire. Nous n'avons aucune idée des mécanismes de quantification et de mesure qui sont utilisés. Pourtant nos gestes sont extrêmement précis malgré la diversité des effecteurs sollicités pour produire par exemple un son juste, ou atteindre un objectif de quelques millimètres même à distance. Après ce détour, nous pouvons revenir à la séance. Notons que le dispositif de séance essaie autant que faire se peut d'éloigner ce repère du visage que nous venons de voir pourtant comme fondamental dans l'organisation même de notre interrelation. Cet analyste qui écoute cette parole ne pourrait-il pas se trouver dans la situation du musicien qui écoute, et en même temps répète ? Ici l'articulation de la parole entendue entrerait ainsi dans ses programmes d'action, prêt à s'accomplir lors d'une situation propice à son actualisation 13. Autrement dit, le discours du patient s'accompagnerait à chaque instant d'une possibilité de parole du psychanalyste qui s'énonce à l'occasion d'un moment propice. Sans être en mesure d'être très précis sur ce moment propice, nous pouvons cependant remarquer que l'interprétation est une parole singulière qui vaut pour les deux interlocuteurs, comme pouvant déclencher chez les deux une motion affective. Je voudrais attirer l'attention sur un point particulier qui ne paraît pas assez souligné. L'impact de l'interprétation chez l'analyste, autrement dit le sentiment ou l'impression que s'est accompli un geste adéquat, ajusté et pour utiliser une métaphore, lorsque se dégage l'harmonie du geste dans un but précis. Nous reviendrons sur cette impression esthétique ressentie en la circonstance. Si nous essayons d'aller un peu plus loin dans le contenu de cet acte de parole, nous serions amenés à dire que le psychanalyste se parle aussi à lui-même, qu'il interprète quelque chose qui s'est passé en lui, afin de préserver la possibilité de son registre d'écoute, c'est-à-dire la possibilité de laisser parler la parole en lui, de laisser se dérouler le processus psychanalytique dans le maintien de ce phénomène de contagion. Il permet justement cette expérience de parole si singulière dans son aptitude, expérience que nous nommons se faire comprendre, et qui me semble-t-il reflète avant tout une dimension affective d'intensité partagée, mais pas toujours de même tonalité. Lorsque l'interprétation vient de l'analysant, c'est par une disposition particulière de sa locution. D'abord, on pourrait dire que probablement,
Il s'entend, autrement dit, qu'il intériorise lui aussi la position de l'autre. Ensuite, si l'effort d'articuler ne permet de dire qu'une seule chose à la fois, et que cet effort occupe généralement une grande partie de l'attention de celui qui parle, ici il garderait la capacité de situer son dire dans l'éventail de ses discours possibles. On pourrait parler en quelque sorte d'une contagion d'écoute. À un autre niveau, il serait possible d'avancer que c'est de ces moments articulés autour de cette action locutoire que naît la logique du sens dans le « c'est ainsi que nous faisons ». J'ai ici en mémoire le propos de M. Nero XIV, sur un principe de réciprocité qui, dit-il, préside la situation fondamentale de vis-à-vis visage à visage, laquelle conditionne la production du sens dans la mesure où elle harmonise le sens produit par le son de la voix et celui produit par l'expression des traits. L'image vient de ce que le rapprochement de deux êtres cérébrés entraîne un ensemble d'ajustements d'arrimage actifs dans l'établissement d'une communication et donne une variabilité dans son intensité. De ce que deviendra la mise en souvenir de ces moments locutoires, la capacité de chacun en fera la singularité, et c'est peut-être à ce point précis qu'elle apparaît. C'est ici qu'interviendraient tous les éléments du traitement de l'information, de l'expérience, évoqués par B. Falissard 15, avec les aléas du support tels que les laissent entrevoir les théories de la construction synaptique avec ses bases génétiques 16. Est-ce sur le socle d'une empathie décrite jusque dans ses composantes d'une biologie de communication que reposerait l'idée de comportement humain commun, formulée par Madame Chauviré-17 chez Wittgenstein? Est-ce à dire que la notion de réaction instinctive serait en étroite relation avec la notion de forme de vie, partagée par tous? Il s'agirait en particulier de reconnaître au corps un rôle intrinsèquement expressif comme « meilleure image de l'âme humaine ». Il serait immédiatement signifiant, de par les regards, les expressions du visage, mais aussi de par les gestes spontanés, d'évitement ou de compassion, les cris, les gémissements directement parlants. Il ne nécessite aucun décodage, aucune inférence de prémisse à conclusion. L'exemple est donné de la douleur. Tel aussi celui de la réaction esthétique, formée par des réactions immédiates et comme dirigée vers un objet. Réactions qui peuvent se développer secondairement par une explication, raison, dont la bonne serait celle qui satisfait, mettant ainsi fin à la chaîne des raisons. Wittgenstein rapproche ici justement le travail de la psychanalyse. Pour ma part plus précisément, j'y vois la position de l'interprétation en psychanalyse aux deux niveaux où elle peut être formulée, celle de l'interprétation, puis celle de toutes les explications qu'elle recrute à ce moment-là comme autant de raisons qui la rendent transmissible et partageable simultanément. Pour éclairer ce moment de l'interprétation, rapprochons-nous de l'observation neuropsychologique de Gazzaniga citée par Nakache 18. Elle montre la réponse temporelle de l'homme, comme résultant du travail distinct coordonné synchronique et diachronique des deux hémisphères du cerveau. Une métaphore ici peut être convoquée, celle du cavalier qui une fois sur la bête se trouve devant la question de la mener quelque part. À l'observation, savoir qui dirige et comment se détermine la direction peut apparaître parfois délicat. Cela nous laisse entrevoir aussi l'originalité des communications qu'il peut y avoir entre ces deux vivants. Elle pourrait montrer comment ce deuxième temps de l'explication et en particulier en psychanalyse vient relire la situation en cours, constituer ce petit décalage dans la construction de l'histoire. L'homme se raconte des histoires. Là aussi, je raconte une version glanant des faits çà et là selon les orientations de sa construction, au-delà de la pensée des auteurs cités. Cependant, si ce propos n'a pas de valeur d'hypothèse puisqu'il ne conduit pas vers de l'expérimentation scientifique, il peut être possible d'en faire partager la dimension d'interprétation de ce que chacun a pu vivre en séance d'analyse, peut-être même, faire passer le caractère de l'originalité participative de cette relation. L'empathie dans sa dimension ici considérée, se rapproche une nouvelle fois de son champ d'origine sémantique, l'esthétique. Si actuellement les fondements de l'empathie sont dits contagion émotionnelle, il est ajouté que l'empathie peut constituer à ce stade, une base pour une biologie de la communication. Cet aspect de communication rencontre tout à fait l'approche de l'esthétique chez Wittgenstein, pour lequel la réaction à l'objet se ferait sur la base d'un lien intrinsèque, d'un proto-langage. Nous savons combien la préoccupation de l'artiste est la mise au point d'un langage,
qu'il pourra déployer tout au long de son œuvre pour communiquer avec un public toujours plus large qui reconnaîtra ce langage. Et ainsi, parfois, initiera-t-il un courant. Cela implique aussi que l'objet œuvre soit porteur de façon intrinsèque des codes d'un tel langage. Pour le dessin du visage humain, la question est plus complexe puisque le dessinateur est lui-même conscient de ce qu'il transmet. Cependant, pour les œuvres abstraites, la question deviendrait nettement plus intéressante. Elle réinterrogerait les bases d'un langage naturel et contextuel, à la fois le matériau et le développement de sa grammaire. Nous savons aussi combien l'interprétation psychanalytique rend compte des éléments de musicalité du langage, considérant même parfois les émanations odorantes. Dans notre propos de départ, nous avons évoqué les critères de la cure type, le positionnement qu'elle autorise à un moment. Nous savons maintenant que ce positionnement a varié sur beaucoup d'aspects. Avec la position de l'argent qui change, fiduciarisation. Avec l'organisation du travail, mobilité, de la vie de famille, restreinte, isolée, de la société dans son ensemble, communication, transport. L'immobilité temporaire et la stabilité de cette rencontre sont de plus en plus aléatoires. Même sur le divan, la mise en situation a changé, elle s'est historicisée. La question se pose des modifications qui ajusteraient le positionnement dans le contexte actuel. Que donneront les séances par vidéoconférence, par téléphone ? L'amélioration des conditions de transmission du son rendra-t-elle possible la présentification de l'interlocuteur ? Où serons-nous dans un registre de travail différent ? Que penser de cette façon où analystes et analysants ne seraient jamais amenés de se rencontrer ? Une analyse à distance ? Une analyse virtuelle ? Quelle serait la qualité du travail qui pourrait se mettre en place lorsque l'espace Internet aura dépassé sa période de conquête de l'Ouest ? Lorsque cet espace pourra être suffisamment familier pour que puisse s'y établir ce lieu de séance ? Remarquons que la coprésence paraît un élément fondamental, mais la simple écoute de la voix construira-t-elle chez les participants la situation d'analyse ? Fournira-t-elle les bases d'une interprétation ? Ne deviendra-t-elle que textuelle ? Cela renverrait sans doute à une reconsidération métapsychologique. Bibliographie. Ansermet F et MAGISTRETIP, Plasticité neuronale et inconscient, vers une neuropsychanalyse, Odile Jacob, Paris 2009. DANZINGERN, La perception de la douleur d'autrui, Abstract Neurologie numéro 86 mai 2009. Données JL, le site analytique et la situation analysante, Psychanalyse, Neurosciences, Cognitivisme, PUF, Paris 1996. Falissard, B. Cerveau et psychanalyse, L'Harmattan, Paris 2008. Fiegia, Study of Short-Term Maintenance of Verbal Information, in the Journal of Neuroscience, January 15,1996. Georgiev, N. De la pulsion à l'action, in Neurosciences et psychanalyse, Odile Jacob, Paris 2010. Le Coureux, Introduction à l'analyse de groupe, RS, Toulouse 2008. Missonnier S. Devenir parent n'être humain PUF, Paris 2009. Nakache, L. In Neurosciences et psychanalyse, sous la direction de P. Magistretti et F. Ansermet, Odile Jacob, Paris 2010. NEYRAUT, Monsieur, Alter Ego, Editions de l'Olivier, Paris, 2008. Oppenheimer A. et Perron R. sous la direction de Cognitivisme, Neurosciences, Psychanalyse, un dialogue difficile, in Psychanalyse, Neurosciences et Cognitivisme, PUF, Paris 1996. Platier et Toundé, Polarji et Azoulejji, Vieillir, des psychanalystes parlent, Editions RS, Toulouse, novembre 2009. Prater, Le sexuel chez le bébé, prémisse de l'organisation sexuelle à travers la première symbolisation, in le Carnet Psy, Paris, avril 2010. Revaux d'Alon Monsieur, L'homme compassionnel, Seuil, Paris 2008. Wittgenstein, Le moment anthropologique, Editions Kimé, Paris 2004. L'analyse de groupe et les modalités de communication. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.